Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h. Voici le sommaire. Le défilé du 1er août de cette année va prendre quartier sur le boulevard de la Marina. Le site est actuellement en pleine rénovation. Les images dans cette édition. E-Bilan, c'est le portail de dépôt des états financiers de l'administration publique. Cette réforme majeure du gouvernement est entrée dans sa phase active depuis ce mardi. Et puis les marchands de bétail de la commune de Samekoji vont rejoindre le site de Zé. Ils sont prêts. Ils ont eu d'ailleurs une séance d'échange avec le préfet de l'Ouémé. Merci, mesdames, messieurs, de nous choisir pour vous informer. Le président Patrice Talon s'est rendu sur le chantier d'aménagement du site devant accueillir les pèlerins en partance pour le Hadj à Akpakpa, un déplacement qui a permis au chef de l'État de se rendre compte de l'évolution satisfaisante du chantier. Les travaux sont pratiquement achevés. Le compte rendu. Les responsables du chantier d'aménagement du site d'accueil des pèlerins pour le Hadj ne s'attendaient certainement pas à recevoir la visite du chef de l'État ce matin. Patrice Talon est allé lui-même constater l'évolution de ce chantier décidé par son gouvernement en Conseil des ministres en février dernier. Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois. L'aménagement du site qui a effectivement commencé au mois de mars est pratiquement terminé. Le lieu d'enregistrement des pèlerins est achevé. Les dortoirs pour les hommes et les femmes, de même que les toilettes, le sont également. Restent les travaux d'assainissement du site qui sont en cours et prendront fin bientôt. Soucieux d'améliorer les conditions de voyage à la Mecque, le gouvernement a décidé d'aménager ce site d'1 hectare situé au quartier Akpakpa. C'est le ministère du Cadre de vie et du Développement durable qui supervise les travaux. Une fois achevé, le site fera certainement le bonheur des fidèles musulmans en partance pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. C'est sur le boulevard de la Marina que va s'organiser le défilé du 1er août. Des travaux de qualité s'y déroulent depuis mars dernier. Le président Patrice Talon est allé constater lui-même ce chantier confié à l'entreprise Colas, Jérôme Rungbo et Alessi Kenom. Terre-plein central du boulevard de la Marina à Cotonou. Le président Patrice Talon, accompagné des ministres des Infrastructures et des Transports et du Cadre de vie, vient constater l'évolution de ce chantier. Il s'agit en effet des travaux de réaménagement de ce boulevard entre le giratoire d'Erevan et le carrefour de la loterie nationale, soit près de 6 km. Il y est prévu une chaussée à 2 x 4 voies avec un terre-plein central de 2 mètres matérialisé par des signalisations avec des jardinières espacées tous les 3 mètres. Ces jardinières donc, pourront être enlevées, notamment pour le défilé de la fête nationale du Bénin. On a une épaisseur de chaussée qui varie entre 20 et 50 cm, suivant le trafic qui va être mis, puisqu'il y a vraiment 2 sections dans le boulevard. Il y a une section où c'est des véhicules légers et une section qui va jusqu'à l'entrée du port où c'est des véhicules lourds et même voire très lourds. Donc, il est très important que la chaussée soit dimensionnée pour pouvoir supporter ça et pour qu'on n'ait pas à y revenir rapidement. Le chantier très bien planté, comment il va être retourné pour qu'on sache bien que c'est... La descente du chef de l'État témoigne de l'importance que l'autorité accorde à ce chantier pour tout le soin et l'esthétique attendue, surtout que ce boulevard de la Marina doit accueillir le 1er août 2020 la fête nationale. Le maître d'ouvrage, la Direction générale des infrastructures, rassure que depuis l'appréciation de l'offre, les signaux sont au vert pour que le groupement d'entreprises Colas puisse tenir le pari. Je peux dire que le volet communication a pesé lourd dans l'appréciation de l'offre de Colas. Il n'y aurait pas eu ce volet que nous n'avons pas vu dans les autres offres
avec le même contenu que peut-être que ça aurait été une autre entreprise ici. Franchement, je vous félicite. Je sais qu'il y a des problèmes, il n'y a pas de chantier au monde sans problème. Il y a quelques problèmes de retard que nous allons mettre sur la table, discuter pour que ce joyau que le gouvernement veut mettre à la disposition du peuple béninois puisse être une réussite. Surtout que pour le chef de l'État, il n'y a pas question que le 1er août 2020 ne soit pas célébré sur ce boulevard-là. Ces travaux de réaménagement sont effectués au budget du port autonome de Cotonou sur une durée de 15 mois. Le contrôle et le suivi rigoureux doivent être de mise sur ce chantier auquel tient le chef de l'État comme la prunelle de ses yeux. E-Bilan fait son entrée dans l'administration publique. C'est le portail de dépôt des états financiers de l'administration, une réforme majeure du gouvernement, et puis elle est entrée dans sa phase active depuis ce mardi. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé au lancement de ce portail numérique à SMS City à Cotonou. Jérôme Rungbo, Bruno Rotekbo. Si ce soir nous avons décidé de venir vous rencontrer, c'est parce que celle-ci, elle est révolutionnaire. Celle-ci, ça fait plusieurs années qu'on essaie de la faire. Celle-ci, elle était attendue depuis très longtemps. L'accélération de la modernisation et de la dématérialisation de l'administration tenait déjà à cœur au chef de l'État depuis son investiture. Et pour cause, l'état des lieux dans l'administration n'était pas reluisant. On fait obligation aux entreprises de préparer les états financiers en 5 exemplaires. Ces 5 exemplaires qui représentent un volume de papier considérable étaient amenés donc aux impôts. La Direction générale des impôts attestait l'un des exemplaires qui était retourné donc aux contribuables et 4 exemplaires étaient gardés. Ces 4 exemplaires, l'un allait aux archives, ce qui fait des archives considérables. L'un allait dans le dossier du contribuable, qui fait des dossiers de contribuables qui deviennent de plus en plus intenables. L'un allait à la Banque centrale et l'un allait vers notre Institut national des statistiques, l'INSAE. Chaque année, l'INSAE, avec la Direction générale des impôts, organisait des collectes physiques. Donc on passait de région en région dans l'ensemble du pays pour collecter des tas de cartons d'état financiers. Ceci posait des problèmes sur toute la chaîne. Posait des problèmes déjà pour le contribuable, parce qu'à un moment donné, soit pour répondre aux besoins d'une banque ou même pour répondre à un appel d'offres public, il faut bien souvent venir avec des états financiers attestés par l'administration des impôts. Et si en temps vous avez déposé vos états financiers mais qui n'ont pas fait l'objet encore de centralisation, ça demandait du temps pour avoir la confirmation de vos états financiers. Pour la production des statistiques, nous avons des problèmes de délai et nous avions des problèmes d'exhaustivité. À l'heure où je vous parle, il y a des bilans de 2016 qui ne sont pas encore saisis. Et tout à l'heure, je me suis renseigné auprès de la Banque centrale, juste avant de rentrer en salle, pour avoir une idée des bilans 2017 qui ont été traités. Et on estime à peu près à 50% ou un peu moins de bilans 2017 déjà traités dans la centrale des bilans. Et nous sommes en 2019. C'est pas possible. Ainsi, e-Bilan, le portail de dépôt des états financiers, se révèle être une innovation pour venir à bout de plusieurs violations dans l'orthodoxie financière qui viennent éroder l'assiette fiscale nationale. e-Bilan vient également sonner le glas des difficultés et tracasseries liées à l'élaboration et à la réception des états financiers. Il aura donc pour avantage de mettre fin aux longues files d'attente pour le dépôt des états financiers, de créer de surcroît un environnement sécurisé, intégré, structuré de gestion de l'information financière, de générer une attestation électronique de dépôt des états financiers, bref, de dématérialiser la procédure de mise à disposition des états financiers au niveau des différents utilisateurs. Aucun pays de l'UEMOA n'a réussi encore cette réforme. Nous sommes les premiers à l'avoir fait. Et je me limite... Je me limite à l'UEMOA, mais je sais déjà qu'en Afrique centrale, ce n'est pas le cas. Et si on sort complètement de cas, nous sommes un des rares pays à avoir cette plateforme-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Romiel Wadahi et son équipe entendent désormais évoluer par l'approche par les risques
pour une fois encore hisser le Bénin dans le concert des nations qui évoluent. E-Bilan, c'est aussi une manière non négligeable de contribuer à l'atteinte par le Bénin de ses objectifs dans le numérique. Son adresse électronique https://ebilan.info. Une assistance médicale pour une prise en charge complète du dépistage et du traitement du cancer du col de l'utérus. C'est un appui du projet Care for Africa, un projet financièrement soutenu au Bénin par la Fondation Claudine Talon. La phase pilote du projet est mise en œuvre dans certains hôpitaux et centres de santé de Cotonou. Mais comment bénéficier de ce projet? Le coordonnateur de Care for Africa Bénin nous en parle. Il est au micro de William Aguiar et de Igor Ayoso. Care for Afrique, c'est le cancer remède aux 4 pays d'Afrique. C'est un projet qui vise à lutter efficacement contre le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Ce projet est né du fait donc du fardeau que constitue le cancer du col de l'utérus en Afrique en général et au Bénin en particulier. En effet, nous constatons que le cancer du col de l'utérus est donc le premier cancer en termes de mortalité et de morbidité de nos femmes. En Afrique en général et au Bénin en particulier, où 85% des cas que nous recevons dans nos formations sanitaires atteints de cancer décèdent. Et pour bénéficier des services de Care for Afrique, il faut la prise de décision de dire, moi, je suis âgé de 25 à 49 ans, je ne suis pas en période des règles et je ne suis pas ménopausée. Donc la femme qui respecte ces critères doit pouvoir se porter vers ces centres-là pour se faire examiner gratuitement. La Fondation Claudine Talon a mis les moyens financiers, techniques et le matériel nécessaire pour permettre à ce que la prise en charge soit ce qu'on peut retrouver partout ailleurs dans le monde. Il y a le numéro vert, le numéro 91 33 11 11. Je tiens à préciser que les patientes qui sont déjà déclarées atteintes de cancer de col, qui sont suivies déjà pour cancer de col, ne sont pas prises en compte dans ce projet. C'est des lésions précancéreuses, des gens qui ne se savent pas du tout malades et qui ne saignent pas du tout, qui sont déjà asymptomatiques. C'est elles et les patientes là qui sont réellement invitées pour se faire examiner. C'est des patientes âgées de 25 à 49 ans qui doivent pouvoir aller se faire examiner leur col de l'utérus pour connaître le statut. Elle suscite méfiance et curiosité au sein de la population béninoise depuis quelques semaines. Il s'agit de la dengue, une maladie encore appelée grippe tropicale. Et dans l'émission 5 sur 7 matin de ce mercredi, le directeur national de la santé publique est revenu sur les causes, les symptômes et les mesures de prévention de cette maladie qui est transmise par les piqûres de moustiques. Regardez. La dengue, c'est une infection virale, une maladie virale transmise à l'homme par la piqûre, à travers la piqûre d'un moustique. Piqûre de moustique infecté. C'est les moustiques femelles du genre Aedes. Deux sont en cause. Il y a l'espèce égyptienne et l'espèce moustique tigre. Albopictus, on appelle. Les symptômes, c'est la fièvre, vous avez les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les vomissements, fatigue intense. La fièvre peut être accompagnée de tous ces symptômes. Donc, la personne peut guérir. Dès qu'elle est prise en charge, la personne infectée peut être guérie à ce stade. Et l'autre stade, c'est le stade de complications. C'est là où ça devient vraiment dangereux. Donc la personne arrive au stade des hémorragies, et vomissements du sang, des épistaxies, du sang qui coule des nez, ainsi de suite. Et c'est ça qui a causé la mort du patient si on ne le prend pas très tôt en charge. C'est une infection qui est en expansion en Afrique de l'Ouest. Et actuellement, c'est surtout la Côte d'Ivoire qui connaît une flambée.
Pour ce qui concerne notre pays, il faut dire jusqu'à ce jour, on a eu 5 cas suspects. Et qu'on a testé, il y a 2 qui sont revenus positifs à la dengue. Et parmi ces 2, malheureusement, il y a un qui est décédé. Comment faire pour ne pas attraper la maladie? Et puisque j'ai dit tout à l'heure que la maladie se transmet par piqûre de moustiques infectés, donc il y a pratiquement 2 choses à faire. Et éviter d'être piqué par les moustiques, et éviter la prolifération des moustiques. C'est ce que nous appelons la lutte antivectorielle. Donc c'est de débarrasser nos habitats et les alentours de tout instrument ou tout objet qui retienne de l'eau, éventuellement pour que les moustiques viennent se reproduire. Et ensuite, essayer de maintenir l'environnement propre. Faire le désherbage autour, parce qu'il y a aussi des plantes qui retiennent de l'eau dans les excès. Maintenant, il faut de façon individuelle qu'on évite d'être piqué par les moustiques. Et pour le faire, c'est de dormir sous moustiquaire imprégné d'insecticides. Ou de mettre des grillages au niveau des portes et fenêtres. Ou bien de porter quand même des vêtements qui recouvrent les parties. Et en grande partie, les parties pour ne pas se faire piquer. À part ce que je viens de dire, il faut toujours éviter de faire l'automédication et se présenter au centre de santé le plus proche pour la prise en charge. Vous venez de suivre le directeur national de la santé publique qui était donc sur 7 matin. Il nous rappelait les causes, les symptômes et les mesures de prévention pour lutter contre la maladie de la dengue. Les travaux préparatoires des audiences foraines relatives à l'actualisation des registres des coopératives d'aménagement rural sont presque achevés dans l'Atlantique. Ces audiences foraines démarrent bientôt. Elles sont destinées à la délivrance de plusieurs actes, dont les actes de naissance et de décès des coopérateurs et ceux de leurs descendants. Le directeur départemental de l'agriculture de l'Atlantique, Hubert Doyon, est au micro de Christelle Tongodo et de Yves Agorokwesi. Il s'agit de sensibiliser les familles au fait de désigner leurs représentants, les représentants des coopérateurs par A décédés. C'est cette étape qui est en train de s'achever actuellement là où nous sommes. Il faut retenir que les coopérateurs sur les cas sont au nombre de 2 types. Il y a les coopérateurs par A et les coopérateurs par B. Qu'est-ce qu'on appelle coopérateur par A? C'est les coopérateurs qui ont apporté leur terre pour la constitution de la coopérative. Alors que les coopérateurs B, c'est des gens qui ont apporté leur force de travail. 200 jours de travail au moins à la création. Ces coopérateurs par B, une fois décédés, ne se renouvellent pas. On ne les remplace pas. Ce sont les coopérateurs A qu'on remplace. Donc aujourd'hui, le processus a presque abouti et les familles se sont déjà déplacées et il reste environ une dizaine de familles par cas qui doivent se présenter pour désigner déjà leurs représentants. Et c'est quand ces représentants sont connus qu'il faut passer aux audiences foraines. Vous savez qu'il est question de remplacer les coopérateurs par A décédé. Avant qu'on ne remplace quelqu'un qui est décédé, il faut constater sa mort juridique. La mort physique, c'est quand nous ne respirons plus et nous ne bougeons plus que les médecins viennent constater notre mort physique. Mais sur le plan réglementaire, sur les tests, il faut constater la mort juridique et c'est cela que nous voulons constater avec les audiences foraines aux fins de délivrance des certificats de décès. Donc, une fois le certificat de décès délivré, cela veut dire que la personne est morte juridiquement. Deuxième série d'audiences foraines. Lorsque le coopérateur est mort, il faut désigner son représentant. Et la deuxième série d'audiences foraines va constituer en la désignation des représentants des familles constatées par des procès-verbaux homologués par des instances judiciaires. Donc voilà en ce qui concerne la deuxième série d'audiences foraines, ce à quoi c'est destiné. Une fois les représentants désignés, constatés par les procès-verbaux des familles, il faut passer
à la délivrance des actes de naissance. Parce qu'il n'est pas forcément dit que tous ces représentants-là qui seraient désignés, et même les coopérateurs vivants, les rescapés qui restent là, il n'est pas forcément dit que tous ceux-là ont d'actes de naissance. Donc il faut passer à la 3e catégorie d'audience foraine au fait de délivrer les différents actes, dont les actes de naissance. Après l'étape des audiences foraines, nous allons procéder à la confection du nouveau registre parce qu'on aurait déjà à mettre tous les éléments. Il s'agit principalement des coopérateurs vivants restants par A et par B, et on aurait déjà la liste des représentants des coopérateurs décédés. Donc nous pouvons confectionner le nouveau registre, le registre définitif qui va nous conduire aux élections. On vient à cette Assemblée générale ordinaire de la coopération pour la promotion de l'épargne et du crédit. La rencontre a eu lieu ce mardi. À l'occasion, le conseil d'administration a fait le bilan de ses activités au cours de l'année 2018. Le compte rendu de la rencontre avec Ariane Da Silva et Mathieu Sokenou. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de la CPEC. On peut entre autres citer l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice 2018 et la présentation et l'adoption des rapports d'activité exercice 2018. Et le premier acquis fort, c'est que nous avons une augmentation de nos membres au niveau de la CPEC. Donc de 114 000, nous sommes passés à près de 118 000 membres. Ça, c'est déjà un acquis très fort. Au-delà de ça, nos dépôts ont connu aussi une hausse de 2,6 milliards en 2017. Nous sommes passés à près de 2,8 milliards en 2018. Donc ça, c'est un élément très fort de confiance pour nos membres. Et vous l'avez constaté aussi, notre résultat est excédentaire. Le chiffre d'affaires faisait comme bénéfice qu'on devait retourner aux coopérateurs. L'année dernière, en 2017, c'était autour de 101 millions. Mais cette année, nous sommes passés de 101 millions à 147 millions. Ça veut dire qu'il y a eu trop de rigueur. Donc la CPEC avance bien. En dépit de ces performances, des difficultés subsistent. La difficulté majeure que nous avons relevée aujourd'hui, c'est que la demande est très forte au niveau donc, de la CPEC. La demande dépasse largement l'offre. Donc à ce niveau maintenant, c'est de sensibiliser tous les coopérateurs qui sont venus aujourd'hui et d'autres membres qui vont adhérer à la coopérative pour pouvoir investir au niveau de la CPEC. L'investissement en faisant soit des dépôts à terme, soit la prise de part sociale pour augmenter notre capital. Et ça là va permettre, n'est-ce pas, donc d'injecter de crédit à ceux qui sont dans les besoins. Ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté inhérente à tout SFD aujourd'hui, c'est le problème donc des impayés. Donc nous avons renforcé davantage le dispositif, n'est-ce pas, donc de recouvrement pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, des reprises sur provision. Donc je crois que c'est ce qu'on peut retenir. L'élément fort comme défi aujourd'hui, je crois que c'est la digitalisation. La CPEC est obligée aujourd'hui d'aller dans une approche de digitalisation de tous ses produits. La coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit a été créée en 1992 avec comme principal objectif faire d'elle la première structure de microfinance de type coopératif au Bénin, voire même dans la sous-région. Ils sont prêts, ils vont se plier aux injonctions des autorités. Ils vont donc rejoindre le site de Zé, mais avant tout, ils souhaitent un moratoire. Les marchands de bétail de la commune de Semonkodi ont pu échanger avec le préfet de l'Ouémé. Voyons le reportage de Guillaume Avienou et de Brice Rombo. Tohoué, dans la commune de Semonkodi, sur le site provisoire d'installation des marchands de bétail dans le département de l'Ouémé. Après les avoir délogés un an plus tôt du site de Zongo censé abriter un port en eau profonde, c'est ici que les autorités leur avaient trouvé où exercer leur activité en attendant de rejoindre un site définitif à Zé dans le département de l'Atlantique. Dans la perspective d'une délocalisation imminente, le préfet est venu échanger avec ceux-ci. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour mettre à leur disposition un vaste site
qui va contenir toutes les infrastructures indiquées, non seulement l'abattoir, mais un centre de santé, la sécurité et tout ce que les vendeurs peuvent avoir pour être à l'aise. Que ces vendeurs soient des nationaux ou des étrangers, ils n'ont qu'à se sentir comme s'ils sont chez eux. Conscients des nuisances environnementales causées au voisinage, ces marchands de bétail acceptent de partir de Tokhoué pour Zé, mais demandent un moratoire. Il n'a qu'à donner du délai, on n'a qu'à faire les tabaski. D'abord, ça fait, il y a beaucoup même qui n'a pas, même le transport pour aller à Zé, on n'a pas refusé pour le gouvernement. Mais il n'a qu'à donner du délai. Si on a fait les tabaski ici, tout le monde, quelqu'un veut aller là-bas, il n'a qu'à aller. Quelqu'un voulait laisser travailler là, il va laisser. Ils sont tous d'accord pour aller au marché de Zé si toutes les conditions sont réunies. Mais nous avons demandé de commencer par remplir les formalités progressivement. Ça peut être dans quelques mois, mais peut-être avant la fin de l'année. Les échanges devraient se poursuivre entre les deux parties pour un déplacement apaisé des marchands de bétail, soucieux de la réaction de la clientèle. Et pendant ce temps, les responsables de la Société béninoise d'énergie électrique ont pris les mesures nécessaires pour rétablir l'énergie électrique suite à la coupure constatée dans la fourniture dans la zone de Kadjeoun du Palais des Congrès et alentour ce mardi 25 juin 2019. La société présente ses excuses à sa clientèle et évoque les mesures de veille prises. Gisle Kogué. Dans la journée du mardi 25 juin, les zones de Kadjeoun, du Palais des Congrès et du CNHU Hubert Koutoukou-Maga ont connu une coupure dans la fourniture de l'énergie électrique. Les responsables de la Société béninoise d'énergie électrique expliquent. Nous avons enregistré un déclenchement au niveau de notre poste que nous appelons le poste 180 à Kadjeoun. Aussitôt, nous avons dépêché les équipes sur le terrain. On a fait les recherches. Et on a constaté qu'au niveau du Palais des Congrès, derrière le Palais des Congrès, notre câble moyenne tension souterrain a été pioché. La SBEE a dépêché ses équipes sur le terrain. Le câble sectionné est retrouvé. La situation est ramenée à la normale. Le câble a été déjà réfectionné et les clients sont actuellement alimentés. Je voudrais présenter les excuses de la SBEE aux clients. Le directeur régional littoral 1 affirme que les équipes qui sont sous son autorité sont en alerte générale pour parer à toute éventualité en cas de coupure de l'énergie électrique. Et voilà qui referme cette édition. Nous vous remercions de nous avoir reçus chez vous.